Salut tout le monde, c'est Loki. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Je me suis rendu à Bordeaux avec l'équipe de Enchanted Tools pour un événement très spécial cette année, la RoboCup 2023. Donc je vais aller faire le tour un peu de tous les stands et vous montrer comment ça se passe. Suivez-moi. L'un des objectifs annoncés de la RoboCup, c'est d'avoir une équipe de robots humanoïdes qui soit capable de battre l'équipe de foot championne du monde d'ici 2050. Et donc pour ça, on va avoir plusieurs catégories de compétition dans lesquelles on va faire s'affronter différentes équipes avec des robots de toutes les formes. On va avoir par exemple la compétition à base de robots Nao, donc vous pouvez la voir sur ma gauche. Dans cette catégorie, par exemple, on va filer la même plateforme robotique à toutes les équipes et ce qui va vraiment les démarquer, ça va être le logiciel, la stratégie qu'elles vont mettre en place pour gagner le match. Comme on a des dizaines de robots Nao qui s'affrontent dans des matchs de foot sur l'événement, ils ont carrément ramené un hôpital des robots sur site. Une des catégories phares de la compétition, c'est la Small Size League. Cette épreuve est l'une des plus impressionnantes parce qu'on va voir s'affronter des robots qui se déplacent vraiment très vite sur les terrains, qui sont très précis. Et donc là, on a la combinaison du travail d'équipe où on va avoir des robots qui s'affrontent à 5 contre 5 avec de la mécatronique de précision. C'est vraiment impressionnant de les voir se déplacer et s'échanger la balle comme ça en vrai. C'est même dur à suivre pour un humain tellement ça va vite. La catégorie phare de la RoboCup, c'est la Middle Size League. Elle se déroule sur un terrain d'à peu près la taille d'un terrain de basket et elle fait s'affronter des équipes de 5 robots, dont un gardien. On peut retrouver l'agilité, la vitesse de déplacement et la mobilité qu'on voit dans la Small Size, mais cette fois sur des robots bien plus gros, bien plus impressionnants. Wow. Et à l'inverse, on va avoir d'autres catégories où là les robots sont différents. Chaque équipe peut construire le robot qu'elle veut, mais cette fois en respectant un certain cahier des charges, une certaine limite qui est imposée par le règlement. Et donc les équipes pourront par exemple gagner en faisant un robot qui est plus rapide, plus précis ou plus puissant que les autres. Une autre catégorie de la compétition, c'est la compétition des robots humanoïdes de petite taille. Et ici, c'est intéressant parce qu'ils ont toutes les problématiques des robots humanoïdes, donc ils sont des petits robots qui doivent marcher et repérer la balle sur le terrain. Mais cette fois, comme les robots sont pas très chers, ils sont assez petits, ça permet d'en avoir plusieurs dans l'équipe qui s'affrontent en même temps. Et c'est vraiment très sympa à voir, ils sont juste trop mignons. Et en plus de ça, cette année, on a l'équipe Roban qui participe, qui est une équipe locale de Bordeaux. Une des catégories qui me fait le plus kiffer personnellement, c'est la catégorie des humanoïdes à taille réelle. Notamment cette année, il y a un nouveau compétiteur, c'est l'équipe du labo Romela. Et vraiment, ça fait trop plaisir de pouvoir le voir en vrai. Comme ces robots coûtent très cher, des fois ils peuvent coûter jusqu'à plusieurs centaines de milliers de dollars. Dans cette catégorie, en général, on ne va pas avoir des équipes avec 5 ou 7 robots, mais on va plutôt avoir 2 ou 3 robots qui s'affrontent. Et en dehors du football, on a aussi d'autres catégories qui permettent d'explorer d'autres domaines de la robotique. Et donc maintenant, je vais m'approcher du terrain où se tient la compétition de secourisme et de recherche. Pour les robots de recherche et de secourisme, les règles du jeu sont un peu différentes. On va avoir des plateformes qui peuvent être pilotées par un opérateur à distance et l'opérateur n'a accès qu'aux données des capteurs du robot. Parce qu'il va devoir naviguer dans un environnement avec plein d'obstacles et plein de tâches à effectuer en ne se servant que des données qui sont renvoyées par le robot, tout ça en temps réel depuis une cabine de pilotage. Le robot est surdéfini, il est équipé d'un bras manipulateur et il a une petite pince au bout qui est aussi équipée d'une caméra et donc là l'opérateur doit appuyer sur des boutons d'arrêt d'urgence, le tout à distance. Ici, il va falloir combiner l'adresse de l'opérateur du robot et la performance de la machine pour être capable de battre les autres. Yes!
La RoboCup, c'est aussi un des endroits où on peut tomber sur un robot chien qui se promène au milieu des gens. Parmi les exposants, il y avait Olivier Stas du CNRS et son équipe, et ils présentaient leur robot humanoïde Talos, qui est fabriqué par la société PAL Robotics. C'est un robot humanoïde de 95 kg équipé de 32 moteurs pilotés en Ethercat avec des capteurs de couple, ce qui permet de faire de la marche dynamique. Il est utilisé comme plateforme de recherche pour tester des nouveaux algorithmes de contrôle corps complet ou whole body en anglais. Et je vous laisse écouter le bruit que font ces moteurs quand ils marchent, j'adore. Et maintenant, il faut que je vous parle de la dernière compétition, c'est la RoboCup at Home. Et j'ai pu interviewer un participant qui nous explique comment se déroulent toutes les épreuves. Alors, du coup, la compétition, ça s'appelle la RoboCup at Home. Et dans cette compétition, l'idée, c'est d'avoir un environnement domestique. Donc, on a une réplique d'un appartement et on a un robot qui doit évoluer de manière autonome dans cet appartement pour répondre à des demandes d'un utilisateur. Est-ce que tu peux aller dans la cuisine, me chercher un verre d'eau, etc. Par exemple, pour ce qui est de la reconnaissance vocale, l'idée, c'est pas de tout miser dessus. C'est-à-dire qu'on a d'autres moyens d'interagir avec l'utilisateur. Par exemple, notre robot, il a une tablette. On peut utiliser cette tablette pour aussi demander à l'utilisateur de confirmer ses commandes, de confirmer ses ordres si on n'est pas sûr de ce qu'on a entendu. Donc les tâches les plus simples, c'est d'aller récupérer un objet, donc se déplacer dans une pièce, chercher l'objet, donc savoir détecter, reconnaître des objets, prendre l'objet et le ramener à la personne. En fait, c'est pas tellement dans chaque capacité en elle-même que les tâches sont difficiles, mais c'est quand on met tout bout à bout qu'en fait les problèmes s'accumulent. Et c'est ce qu'on appelle l'intégration en fait, qui est vraiment le problème majeur de la compétition. Alors pour les objets, on les connaît pas à l'avance, mais en fait on les connaît la veille de la tâche. Okay. On prend 50 ou 100 photos des objets juste la veille pendant 10 minutes, à l'endroit où ils seront supposés être, et on entraîne nos modules d'IA là-dessus. Okay. Comme ça on est capable de reconnaître de manière assez précise ces objets spécifiques-là dans les conditions de la compétition. Donc l'épreuve, elle se déroule concrètement, genre c'est quoi toutes les étapes qu'il peut y avoir dans une épreuve Typiquement, ce qui va se passer dans ce genre de task, c'est que le robot va se mettre à l'entrée de l'appartement, une personne va arriver, donc c'est un volontaire qui va jouer le rôle de l'invité, et le robot va accueillir cette personne, va la scanner en quelque sorte pour mémoriser ses notifications, va essayer ensuite d'aller chercher dans l'appartement des chaises libres pour lui dire de s'asseoir, ensuite va revenir à l'entrée, accueillir une personne suivante, etc. etc. Voilà. C'est l'essence même de la robotique de service, quoi. Récemment, j'ai assisté à plusieurs événements autour de la robotique et de la technologie et j'ai été surpris de rencontrer des abonnés qui étaient venus exprès pour me voir. Ça me touche énormément. Depuis que je travaille sur Miroki et Miroka, j'ai beaucoup moins de temps à passer à faire des vidéos et du contenu pour ma chaîne. Le fait que les gens viennent me rencontrer en vrai, ça montre que ce que je fais, ça a inspiré des gens et rien que pour ça, je suis vraiment très reconnaissant et ça me motive énormément à refaire du contenu. Merci pour votre soutien et n'hésitez pas à passer me voir. J'espère que ce reportage vous a plu. On se retrouve bientôt, c'était Loki, transmission terminée.